Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société au lendemain de la crise sanitaire et à l'heure d'une nouvelle tourmente sur les marchés due à la guerre en Ukraine. Comment se porte la filière bois sur notre département, de nos arbres en forêt à leur transformation en atelier ou en usine, une forêt sur laquelle reposent par ailleurs de plus en plus d'enjeux environnementaux, sociaux et même sociétaux. On évoque tout cela avec vous, Alain Roussel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Clodon et le président de la Comcom des Vosges côté sud-ouest. Vous êtes également conseiller départemental au sein de l'Assemblée du Conseil départemental des Vosges. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Denis Dagneau, bonjour. Bonjour. Monsieur ONF Vosges, délégué départemental de l'Office national des forêts. Gérald Doriel, bonjour. Bonjour. Vous êtes scieur sur notre département et vous êtes le président des scieurs du Grand Est et plus précisément président de la FNB, Fédération Grand Est. FNB Grand Est. Fédération nationale du bois Grand Est. Voilà, les scieurs, les scieries. Et enfin, Roger Perrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des propriétaires forestiers privés de notre département. Vous êtes également administrateur de FIBOIS. Pour la forêt privée. Pour la forêt privée. FIBOIS, qu'est-ce que c'est? FIBOIS, c'est l'organisation, c'est l'interprofession qui regroupe absolument toute la chaîne de la graine jusqu'à la cendre quasiment. Jusqu'à la cendre, carrément. Ouais, vous allez loin, effectivement. Allez, messieurs, évidemment, énormément d'actualités à propos de la forêt, énormément d'actualités à propos du matériau bois. J'ai envie de dire, d'entrée de jeu, j'ai parlé de la crise sanitaire, j'ai parlé des marchés, la guerre en Ukraine, etc. Petit tour de table, tout simplement, pour votre état d'esprit aujourd'hui par rapport à cette ressource de la forêt, très généralement. Alain Roussel. Pour moi, actuellement, c'est un potentiel. Pour être l'élu d'un territoire en plein cœur de la forêt, actuellement, c'est un sujet dont on parle beaucoup. C'est un sujet porteur pour notre territoire, puisqu'on est en plein dans la démarche forêt d'exception. Un sujet, Denis Dagneau, dont on parle beaucoup, dont on a toujours beaucoup parlé, mais force est de constater qu'on en parle de plus en plus. Oui, on en parle de plus en plus. Mais toujours pas assez selon vous. C'est normal. On en parle de plus en plus simplement parce que les conséquences climatiques pourront être réglées en partie en cultivant notre forêt et en s'en occupant de mieux en mieux. C'est pas moi qui le dis, c'est le dernier rapport du GIEC qui est assez clair là-dessus. La nature, en gros, nous permettra de passer les événements climatiques compliqués. Et dans la nature, vous avez une grosse part liée à la forêt. Gérald Doriel, les scieurs, quel est l'état d'esprit global? Vous manquez pas de boulot en ce moment? On manque pas de travail depuis début 2021, c'est sûr. Et je rejoins M. Roussel tout à l'heure en disant que c'est un matériau d'avenir et qu'il faut le transformer pour ce qui doit être transformé localement, régionalement et surtout pas le laisser partir ailleurs, quelles que soient les conditions. On va en parler bien évidemment de l'export et de cette problématique des grumes qui partent de notre département en Asie, en Amérique et ailleurs. Roger Perrin, votre état d'esprit là tout de suite? Mon état d'esprit, c'est le réchauffement climatique et la santé de la forêt qui est vraiment très très difficile. Je pense que les Vosgiens qui aiment leur forêt, qui voient leur forêt, ça représente une grosse partie du territoire vosgien. Ces Vosgiens-là, ils voient bien que la forêt est malade, ils voient bien qu'il faut y intervenir. Alors c'est pas toujours facile de faire comprendre aux gens comment est-ce qu'on intervient, mais cette notion de gestion durable et sur une notion de préparer l'avenir, si on ne fait rien, on est sûr qu'on est foutu. Et aussi bien que ce soit dans l'ONF forêt publique que dans la forêt privée, on est en train de travailler justement pour que ça permette de régénérer nos forêts et d'essayer de les rendre un peu plus résilientes par rapport à ce problème climatique. On va se mettre aussi quelques chiffres en tête, si vous voulez bien, avec nos téléspectateurs. Notre département possède 280 000 hectares de forêt, soit grosso modo la moitié du département. Spécificité, troisième département le plus boisé de France. Spécificité vraiment vosgienne, un tiers de cette forêt appartient à des propriétaires forestiers privés, 2 tiers à des forêts publiques domaniales. Grosso modo, les résineux, c'est 140 000 hectares et les feuillus, 140 000 hectares également. Ça fait moitié-moitié. Et sur notre département, grosso modo, on se met ça aussi en tête, 1 600 000 mètres cubes de bois récoltés par an. Denis Dagneau, vous confirmez tous ces chiffres? Oui, grosso modo. Ces chiffres sont exacts. Mais la production résineuse est supérieure. Vous avez une égalité en termes de surface, mais le résineux, que vous le vouliez ou non, il pousse plus que le feuillu. Donc on a une production annuelle supérieure. Voilà, c'est vrai que là j'ai parlé des peuplements.
Le titre de cette émission, c'est Forêt et matériaux bois, les tensions et les prix. Si vous voulez bien, je me mets tout de suite à la place de nos téléspectateurs qui se disent « Ok, on parle tout de suite de bois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi le bois, le prix du bois a littéralement explosé ces 6 derniers mois. » Mais en fait, la hausse, elle est un petit peu plus vieille. Gérald Auriel, alors, impossible de faire une généralité, puisque si on parle du panneau bois, par exemple de l'OSB, eh ben, il n'est pas fabriqué en France, il n'est pas fabriqué par vous, les scieurs, avec des transformateurs derrière. Alors, on parle de quoi pour illustrer et bien comprendre cette évolution incroyable de prix, grosso modo, x3 pour une planche? Non. Ah. Non, c'est pas x3. Fois combien? Ah, c'est pas fois quelque chose. Nous, nos prix ont augmenté. Déjà, ils ont augmenté Alors, je progressivement. parle grand public. Hein. Pour le grand public. Oui, pour le grand public. Bah, après, nos clients qui sont distributeurs ou transformateurs, second transformateurs ou charpentiers, je ne sais pas exactement quelle marge ils prennent dessus, comment ils ont fait évoluer leur marge. Mais très clairement, nous, progressivement, sur l'exercice 2021, les prix ont augmenté tous les 2 mois. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de... C'est inédit, c'est historique, inédit. c'est commun à tous les matériaux, Exactement. toutes les matières premières, Enfin, et tous les matériaux de la construction. ça a commencé plutôt pour le bois parce que c'est pas la reprise économique post-Covid qui a fait augmenter le bois, c'est tout simplement le marché mondial qui a commencé aux États-Unis où les prix ont été multipliés par... par 6 ou 7 en un mois. Et en fait, qui s'explique bien sûr par une très forte demande, oui, bien hausse sûr, de la demande. Une très forte hausse de la demande et puis une problématique entre les États-Unis et le Canada pour les appros qui viennent du Canada vers les États-Unis. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans le détail. Et en fait, les gros scieurs européens sont des gros exportateurs. Et ils ont abandonné le marché français pour livrer très clairement ce marché beaucoup plus juteux aux États-Unis, ce qui a créé un manque. Et nous, au fur et à mesure, une offre qui restait celle qu'elle était, sachant que nous, on a continué à livrer le marché national. Et quand je dis nous, c'est vraiment tous les scieurs français ont joué le jeu du marché national. Sauf que les tarifs ont évolué. Et nous, on a évolué en gros sur une année. Oui, on a pris 50% de hausse. Ce qui n'est pas rien, très clairement, mais ce n'est pas du x2 ou du x3. Pour être tout à fait clair, pour bien comprendre la situation, la problématique vient du fait que le bois qui était vendu par les Allemands, les Belges en grande majorité, vendu notamment aux Français, il revenait moins cher, il était acheté moins cher. Les Français les achetaient moins cher. Aujourd'hui, tout le monde est obligé d'acheter plus cher parce qu'eux-mêmes ont augmenté leur prix de façon très importante. Non seulement ils ont augmenté leur prix, mais surtout ils livraient plus du tout, quoi. La France, bien évidemment. Donc les professionnels, que ce soit les industriels du bois ou certains distributeurs qui achetaient pour des raisons économiques à l'import, même si un court import vu que c'était en Europe, se sont retrouvés bien évidemment, étant donné qu'ils avaient des prix plus bas que nous parce ils arrivaient à vendre leurs produits en France plus bas que nous on les produisait. Donc forcément, on ne pouvait pas s'aligner. Voilà. Et ceux qui travaillaient exclusivement avec eux, parce que c'était moins cher, forcément, avec nos tarifs à nous, ils étaient déjà un peu plus chers et une hausse. Mais c'est surtout qu'on ne pouvait pas les livrer. Parce que nous, on a nos marchés à nous. Et quelqu'un qui achetait à l'étranger avant, il nous demande de livrer. Mais nous, on livre d'abord nos clients historiques avant de livrer ceux qui se retrouvent sans matériaux. D'où la hausse des matières sur le marché. Exactement. Denis Dagneau, vous confirmez cette évolution des prix où va toutes ces marges, Alors, d'accord, on ne va pas peut-être préciser exactement le prix qui a été multiplié, mais une chose est sûre, c'est que pour le bricoleur lambda à la maison, ça fait mal au porte-monnaie. Alors, une chose sûre, c'est que vous n'en avez pas bénéficié. On va se détailler tout ça. C'est ça, on n'en a pas bénéficié directement, tout de suite. Voilà, on a toujours un effet ciseau entre l'offre et la demande, plus effectivement sortie de crise sanitaire où on est obligé d'exploiter les bois malades. Donc à un moment, un flux de matière, le prix s'est effondré, et ensuite demande exponentielle, il faut du bois. Et là, moi, j'ai jamais connu dans ma carrière professionnelle de partir sur des prix aussi bas et d'arriver aussi haut en un laps de temps aussi court.
C'est-à-dire en 6 mois, on est passé des prix les plus bas qu'on ait jamais connus à des prix qu'on n'ait jamais connus à la hausse les 30 dernières années. Maintenant, si on prend le prix en euros constants, on est sur des prix complètement stables depuis les années 80. On n'a pas d'augmentation. Alors oui, aujourd'hui, on va être... Pour vous, exploitants forestiers. Alors exploitants, c'est-à-dire premier producteur. On va dire, de bois, on va dire que ce soit la forêt publique ou la forêt privée, la vente de grumes, on va dire, ou d'un arbre complet, avec des effets plus ou moins forts selon si on est sur un mode traditionnel de vente, c'est-à-dire en adjudication, plus offrant, ou si on est en contrat d'approvisionnement. Je rappelle les deux modes. Contrat d'approvisionnement, c'est un placement livret A, quelque chose d'assez sûr, stable, avec des effets les moins extrêmes possibles. En adjudication, la bourse, très bas, très haut. Donc en fait, en fonction des propriétaires, et c'est vrai que nos communes ou l'État, on joue plutôt la carte contrat d'approvisionnement dans les Vosges, notamment avec les scieurs résineux, mais aussi sur les scieurs feuillus. On est en train de développer les contrats de chaîne pour éviter justement que les bois partent à l'export et restent dans les scieries françaises. Mais voilà, on est, par rapport aux années 80, il n'y avait qu'un système de vente qui était l'adjudication. Aujourd'hui, on a 2 systèmes de vente qui permettent de mettre un frein, je dirais, aux écarts importants de prix. Mais malgré tout, il y a eu des écarts, puisque quand vous avez un afflux de bois sur le marché du fait des dépérissements, vous avez un effondrement des prix. Alors, effondrement des prix que l'acheteur lambda ne voit pas, mais parce que c'est par rapport à la demande. Il y a beaucoup plus de demande. Alain Roussel, on vous en parle des prix des matériaux et des prix du bois sur votre territoire dans sur les le Vosges, territoire, côté sud-ouest. on en parle effectivement. Hein, mais bon, aujourd'hui, c'est vrai que Denis le dit, pour l'instant, le ressenti dans les communes, puisque je suis un peu élu, je rencontre beaucoup d'élus, le ressenti n'est pas extraordinaire sur les communes. Les ressources des communes forestières n'augmentent pas. Alors, je ne suis pas président des communes forestières, mais il n'y a pas ce ressenti. Le ressenti, il est effectivement dans la population, mais il n'est pas que du ressenti. On est bien d'accord. Hein. Sur le bois, comme sur tous les matériaux, nous, on est dans une zone où ça rénove beaucoup. Hein. Ça construit pas énormément, mais ça rénove beaucoup. Et effectivement, celui qui rénove une maison aujourd'hui a des coûts de matériaux qui explosent. Roger Perrin, donc... Pardon, je réitère cette question. Où va l'argent? Où va la marge importante que le bricoleur lambda paye de façon beaucoup plus conséquente aujourd'hui? Oui, c'est toujours le problème des producteurs et de la matière. Hein. En matière agricole, on le connaît aussi. Par rapport au prix final de la distribution, on peut s'interroger. Bon, il n'est pas de ma volonté de montrer du doigt celui-ci ou celui-là. Toujours est-il que ce ne sont pas les propriétaires. Et ce que je veux dire ici donc aujourd'hui... si ce ne sont pas les propriétaires, ce sont tous les autres acteurs de la transformation. La chaîne les entre la sortie de la forêt... les marchands, les distributeurs, les transporteurs... Le transporteur, même pas. Même pas, non plus. Non, mais ce que je veux dire aussi par rapport au public vosgien qui nous écoute, il faut savoir que dans les Vosges, il y a 40 000 propriétaires forestiers qui ont des petites surfaces en tant que propriété. Et ces gens-là sont aussi des fournisseurs du bois. Et aujourd'hui, il faut qu'ils sachent que les prix ont remonté. Il faut qu'ils sachent qu'il ne faut plus accepter certains prix comme certains, je dirais, acheteurs... moins vertueux, on va dire, leur propose des prix en disant attendez, ça va se coliter, leur donne un petit peu une certaine crainte, donc il faut couper. Bon, aujourd'hui, il ne faut pas accepter les prix à la baisse. Les prix sont très à la hausse, il faut se renseigner, il faut appeler notre syndicat, on est là pour les renseigner, et il faut aussi qu'ils pensent au lendemain, parce qu'aujourd'hui, je sors un peu du sujet, mais on a trop pensé qu'il faut couper très vite parce que la forêt va mal, donc on ne négocie pas le prix, puis en plus, on ne fait rien derrière, quoi. Donc il faut aussi penser que avoir des prix, c'est pas une fin en soi, c'est avoir la capacité à refaire de la forêt, et c'est ça qui ne se fait pas assez. Élément essentiel aussi pour bien comprendre toute la problématique autour de la forêt et les enjeux autour de la forêt. Aujourd'hui, la forêt continue de grandir, continue de s'étoffer. J'ai parlé tout à l'heure, Denis Dagneau, vous m'avez confirmé, de 1 600 000 m3 par an prélevés, évidemment, dans la forêt. L'accroissement est de 2,5 millions, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que, bon, après, comme on l'a dit, il y a des forêts publiques et des forêts privées. Dans le département, il y a 500 communes qui sont propriétaires. En gros, on prélève à peu près l'accroissement de ce que poussent ces forêts publiques. À quelque chose près, sur le million, pour faire simple, en forêt des collectivités, il y a à peu près 100 000 m3 qui n'est pas exploité pour
plein de raisons. Soit on reporte, soit on attend une meilleure opportunité parce que à un moment il y a des bois qui sont voilà. Donc c'est un marché compliqué, il faut dire ce qu'il y a. c'est compliqué. C'est compliqué. Et après, je dirais C'est complexe. qu'effectivement, comme le dit Roger, je dirais qu'on a plus facile. On a 500 communes à gérer et une forêt qui appartient à l'État, qui est confiée aux gestionnaires, contre effectivement 40 000 propriétaires, 40 000 décisions. Donc derrière, voilà, les moyens ne sont pas les mêmes. Après, le gros avantage, c'est par rapport au département des Vosges, c'est une filière structurée. Vous avez tout. Du CAP en construction, du CAP bûcheron, docteur en construction, vous avez des scieries, vous avez des forêts feuillues comme résineuses, des transporteurs, des machines. Et il ne faut pas oublier ce maillon essentiel des entreprises. On a besoin d'entreprises. Et on pourrait dire qu'il y a quasiment 1 emploi sur 10 dans les Vosges, spécifiquement. Et si on prend le territoire d'Alain, c'est 3 emplois sur 10 qui sont voués à la filière forêt-bois. Et on manque dans de les bras. scieries, Et on dans manque de les bras. usines de transformation. J'ai parlé d'ateliers parce qu'il y a aussi énormément de petites structures commerciales, économiques qui travaillent avec le bois, les parquetiers, mais il y a aussi des grosses structures. On pense évidemment à l'usine Heger, ça c'est de la transformation. On pense aussi bien sûr à la papeterie Norske Skog, qui est un énorme consommateur bien sûr de... Et voilà, avec Pavatex, évidemment, qui fabrique également des panneaux en laine de bois. Les opportunités sont très vastes et très diverses. Les opportunités sont vastes et diverses, mais ce qu'on a dit, c'est un marché mondial. Aujourd'hui, c'est vraiment important de savoir. On est passé en 60 ans d'un marché local où on coupait un hêtre en forêt à l'IFOL et il finissait en siège. On va dire jusqu'à les années 80. Aujourd'hui, c'est fini. Un bout de bois est capable de faire le tour de la planète. Il démarre d'ici, les scies dans les Vosges, il est transformé à 7800 km d'ici. C'est un vrai problème. C'est un des enjeux majeurs de la France, de la réindustrialisation de la France. Alors, réindustrialisation dans les Vosges, ce n'est pas le cas, puisque la filière s'est quand même portée, plus résineuse, et Gérald pourra en parler, qui est quand même structurée aujourd'hui, organisée. Et il y a encore de beaux projets dans les cartons. Et il y a des excellents projets dans les cartons, mais il y a aussi le feuillu. C'est le problème en France. C'est-à-dire que le résineux... Donc, en ce qui nous concerne, beaucoup plus la plaine. Voilà, plus la plaine, mais je dirais que dans le résineux, on est presque sur une filière aboutie, c'est-à-dire qu'on a des exploitations, on a tout ça, des scieries, des lamellistes, des constructeurs de maisons. Dans le feuillu, on a des grumes. Dans le meilleur des cas, on fait un trait de scie. Et après, ça part à l'export. Donc, ce qui nous manque, c'est effectivement la deuxième transformation, le produit final, pour faire des tables, pour faire tout ce qu'il y a dans une maison. Et ce qui va tirer le marché global, feuillu comme résineux, c'est la construction. Et comme la construction, on la veut éco-responsable aujourd'hui, notamment avec des matériaux comme le bois, évidemment, on ne va pas évincer le béton, on aura aussi besoin de béton, mais de transformer tout ce qui est béton, acier, alu, verre par autre chose, et notamment le bois, c'est ça l'essentiel, et ça sera la réussite, effectivement, éco-citoyenne, d'avoir une décarbonation des produits qu'on va utiliser, donc un stockage du carbone, et donc très vertueux pour l'ensemble de la planète. C'est ça les enjeux. C'est-à-dire que si on veut, en gros, on me demande souvent comment on fait pour sauver la planète, je dis construisez en bois, et construisez en bois local. Alors, illustration, si vous voulez bien. On écoute tout de suite Gareth Lloyd, c'est le PDG de l'entreprise Mathieu Transformation, c'est à Saint-Nabord, et il a racheté cette scierie, cette unité de transformation il y a quelques années maintenant, et ce qui l'intéressait, c'était vraiment de travailler en local, et puis de travailler de façon assez large. Il fabrique de la palette, et il fabrique carrément du panneau lamelé collé avec le produit final qu'on utilise dans les meubles, dans les grandes surfaces ou surfaces d'ameublement. On écoute. D'acheter local, ça fait de l'emploi local, ça sert l'économie locale. 2, en termes de transport, on est vraiment dans un rayon très court, donc l'impact CO2 est plus faible. Et puis forcément, on peut être moins rentable parce qu'on n'achète pas le bois en Russie, en Lituanie. Mais en même temps, tant qu'on a de quoi payer les salaires et puis vivre convenablement, moi c'était mon projet, quoi. C'était vraiment ça. On va revoir quelques images de cette unité de transformation, donc l'entreprise Mathieu à Saint-Nabord. Gérald Doriel, qu'est-ce que ça vous inspire sur l'écosystème de ce niveau de transformation du bois, à savoir des opportunités, des emplois? Alors là, tout de suite maintenant, ça date du mois de janvier. Les marges, apparemment, ne sont pas extraordinaires, mais voilà, il y a de quoi vivre convenablement. Alors, la partie de M. Lloyd, c'est un peu
particulier parce qu'il est principalement basé sur de l'emballage, et l'emballage, ces dernières semaines, on va dire que c'est un peu compliqué, mais j'imagine qu'on y reviendra tout à l'heure. Mais Quand on dit emballage, c'est palette. la qualité, palette, caisserie, Voilà, etc. Très utilisé dans tous les autres secteurs d'industrie pour transporter. Si vous n'avez pas ça, vous bloquez le pays, quoi. Pour transporter les pièces d'une unité d'assemblage à une autre, on pense à l'automobile qui transporte les portières de voiture. Ça s'appuie sur une palette en bois et ça s'appuie contre une structure en bois. De toute façon, on a besoin. C'est un maillon. Si vous n'avez pas d'emballage, si vous n'avez pas de palette, si vous n'avez pas de caisse, vous pouvez pas faire grand chose, quoi. C'est aussi simple que ça. Pour revenir sur ce que disait Denis Dagneau, donc concernant les investissements résineux et feuillus, en effet, oui, les scieurs résineux sont peut-être vus comme plus dynamiques parce que beaucoup plus d'investissements, des investissements plus lourds, surtout sur les années qui viennent où c'est... moi, je n'ai jamais vu autant de collègues, et je suis concerné aussi, investir autant. Mais sur le feuillu, comment voulez-vous qu'un scieur de chêne, qui n'a absolument aucune garantie d'approvisionnement, voire même au contraire, il a presque la garantie de pas avoir de bois, comment voulez-vous qu'il investisse? Comment voulez-vous qu'une unité de transformation... Ça explique en partie, selon vous, le fait que de belles grumes partent à l'export? Parce qu'il n'y a pas la... Non, pour moi, ça explique pas du tout. Je vais même être un petit peu cru. Aujourd'hui, le hêtre, tout le monde estime que le hêtre, aujourd'hui, en France, n'est plus vendu à sa vraie valeur. En tout cas, n'est plus du tout vendu à la valeur d'il y a, je sais pas, 20 ans, 30 ans. 90, sauf qu'on est en train de faire la même chose avec le chêne. Donc on envoie la matière première, soit carrément la grume, en Asie, via la Belgique, mais en Asie quand même. Et on ne transforme plus rien, on va détruire tout simplement nos unités de transformation de chêne. Et demain, quand nos amis chinois n'auront plus besoin de nous parce qu'ils replantent, je sais même pas combien ils replantent par an, tellement le chiffre est phénoménal. 87 arbres par habitant. Et en France, on est à 0,8. Donc très clairement, quand les Chinois auront leurs forêts qui seront matures pour être exploitées, ils n'auront plus besoin de nous. Et tout simplement, les propriétaires forestiers qui auront du chêne, y compris les propriétaires publics, se retrouveront avec un chêne qui n'aura qu'une valeur dérisoire, quoi. Mais c'est ce qu'on a connu avec le hêtre, et on va droit dedans avec le chêne, et les gens ne comprennent pas. Alors, on a parlé de prix pour le bricoleur lambda qui va acheter une planche à sa grande surface de bricolage préférée. Vous prenez une partie de cette marge qui a bien évolué ces dernières années, mais quelque part, en fait, pour vous, c'est juste un retour à la normale, parce que, au contraire, vous estimez que vous étiez tombé bien bas dans vos marges, ce qui, justement, ne vous a pas permis d'investir dans les outils de production et dans la modernisation des unités. Nous, on est un peu cinglés, on va dire, dans notre profession. Parce que très clairement, oui, on avait des marges qui étaient vraiment ridicules, et nous sommes des entreprises extrêmement capitalistiques dans le sens où les investissements que l'on doit faire sont vraiment énormes. Vous avez tous les 5-6 ans une scierie, si elle est encore là aujourd'hui, elle investit l'équivalent de son chiffre d'affaires. Donc c'est quand même pas rien. Et il y a même des années, et là c'est ce qui est en train de se passer, où certaines sociétés investissent l'équivalent de 2 ou 3 fois leur chiffre d'affaires. Et donc quand vous avez des marges inférieures à 1% annuel et que vous investissez autant, faut être un peu... faut être confiant, quoi. Faut vraiment être allumé. Et aujourd'hui, on a des marges qui ne sont qu'au niveau des marges nationales de l'entreprise, de l'industrie nationale. Ce ne sont pas des marges anormales, ce sont des marges anormales pour des scieurs, mais ça reste équivalent, voire en deçà d'une industrie normale. D'accord. Projet Perrin, un retour à la normale, je vais dire sain, pour l'ensemble de la filière. Je vais pas me répéter, mais je
me répéter quand même, cette forêt, il faut la refaire, c'est comme ça qu'on sortira, parce que décarboner, c'est grâce à la forêt, et on ne le fera que si les gens ont les moyens. Quand on coupait une parcelle, au moment de la crise colite, où grosso modo à l'hectare, on touchait 2000 € pour le travail et les investissements de plus de 60 années pour du résineux, hein, eh bien, quand on sait qu'il faut mettre 10 000 € pour replanter derrière, il y a plein de propriétaires qui se sont découragés. Alors, par rapport à cela, la rétribution des propriétaires, ce n'est que la possibilité de réinvestir. Et il faut qu'ils réinvestissent. Alors, on parlera après d'autres problèmes, qui est l'équilibre sylvo-synergétique, parce qu'on a beaucoup de mal avec la dent du gibier quand on replante, parce que c'est assez important. Alors, par rapport à cela, au niveau, on ne va pas se battre sur les prix de qui a la marge, qui n'a pas la marge. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution pour la forêt et pour le bois s'il n'y a pas une filière. Donc, compte tenu de cela, on se voit ici, mais on ne s'est pas vu hier, on s'est vu avant-hier, on se voit toutes les semaines, on se voit très souvent, on parle. Donc la filière, il y a une très grosse importance. On parle toujours de la structuration de la filière, on vante toujours les mérites d'une meilleure structuration de la filière. Elle est structurée, la filière. Alors, elle est structurée, mais il faut quand même qu'elle s'entende et qu'elle se parle. C'est le rôle de FIBOA de faire se rassembler donc les différents maillons. Alors, quels sont les points d'achoppement? Alors, mais il y a un sujet dont on n'a pas parlé aussi dans le bois en général, qui concerne aussi les particuliers, c'est le chauffage. Aussi, je compte y revenir, bien sûr. Attendez, on reviendra sur le chauffage un petit peu plus tard. Denis Dagneau. Juste par rapport à ce que disait Gérald, effectivement, aujourd'hui, on a la situation du chêne comme on l'a eu dans le hêtre. Sauf que pour régler la situation du hêtre, on a contractualisé. C'est-à-dire que sur les Vosges, le hêtre, les produits de hêtre sont contractualisés à plus de 80%. Ça veut dire qu'une entreprise, un scieur de hêtre, dans les Vosges, 8 mètres cubes sur 10 qu'il achète sont contractualisés. Bon. C'était une volonté de la profession, puisqu'on était tombé tellement bas. Dans le résineux, ce n'est pas tout à fait ces mêmes chiffres, c'est plutôt 50%. Un bois sur 2 est vendu soit en éducation, soit en contrat. Pardon, petit aparté. Les contrats, forcément, les prix ont tellement évolué de façon incroyable ces 6 derniers mois, ces dernières années. Les contrats, ils peuvent être revus ou pas? Bien sûr, c'est les conditions. Les conditions, là aussi, c'est revu. J'espère pour tout. Mais justement, c'est un excellent... Oui, mais c'est une excellente transition, puisque aujourd'hui, on va contractualiser le chêne. Là aussi, il va falloir changer les mentalités dans les propriétaires. Donc, en forêt publique, sur les forêts domaniales, aujourd'hui, nous, on contractualise plus de 95% des bois contractualisables dans le chêne. Et ce sont des petits volumes. Là, il va falloir effectivement se tourner vers les communes. Aujourd'hui, certaines communes ont commencé à contractualiser, notamment celles qui avaient des industries sur leur territoire, parce que les scieurs eux-mêmes disaient « Attendez, j'arrive pas à avoir du bois de la propre forêt qui est sur le territoire de la commune, donc on commence. » Mais il faut aussi se mettre à la place du propriétaire. Ça fait quelques années qu'on en parle, Denis. Alors le chêne, pas trop, parce que c'était... Attention, un contrat, il faut 2 parties. Oui. Il faut un scieur qui soit d'accord et un vendeur. Donc, et là, aujourd'hui, c'est aussi ça, la discussion autour de la table entre un scieur et un vendeur. Donc, il faut que le scieur s'engage, comme l'ont fait les scieurs résineux, à contractualiser sur un volume, et c'est pas one shot, c'est-à-dire je fais pas ça une année, et puis après, écoutez, je fais des meilleures affaires en achetant sur pied. C'est un contrat de confiance. Et aussi que le propriétaire s'engage dans une démarche. Mais comme là, on a des écarts de prix qui sont beaucoup plus importants, dans le hêtre, on a des écarts de prix très faibles, de quelques euros. Dans le chêne, c'est de 1 à 10. Donc, c'est pas la même chose. Quand vous trompez sur le chêne, la qualité du chêne fait qu'on a vraiment des prix qui vont de 1 à 10. Dans le résineux, c'est pareil, on est sur des choses beaucoup plus faibles. Donc là, ça nécessite de la technicité, de la confiance réciproque, ça nécessite des moyens humains, effectivement, parce que là, c'est pas de la grosse cavalerie, c'est la haute couture pour aller travailler sur du chêne, parce que le moindre bout de bois est valorisé. Et on va dire, valorisé. Le chêne, c'est l'équivalent de l'or. Quand dans d'autres arbres, c'est du fer ou des choses moins nobles. Donc, ça nécessite vraiment une expertise. Et après, la difficulté qu'on va devoir expliquer et qu'on explique aux propriétaires, c'est l'intérêt, revenir aux explications de texte de l'intérêt de garder ça dans une filière locale et vertueuse. Mais je ne peux pas avoir des bois qui sont vendus à l'éducation à ce prix-là et des bois dans les contrats qui sont vendus à ce prix-là. C'est ça aussi la difficulté. Alain Roussel, c'est l'illustration de nouveau que c'est une filière très complexe. Sur les territoires. Comment l'élu que vous êtes peut accompagner tout cela, évidemment en faveur des communes qui se servent notamment du bois énergie, et puis surtout des socio-professionnels qui sont sur le territoire. Nous, si vous voulez, si je reprends la communauté de communes, c'est 60 communes,
on s'est associé avec l'ONF pour présenter au maire la problématique. Il y a un exposé qui a duré 2 heures où on a expliqué le chêne, ce que c'est, les catégories de chêne, parce que je pense que beaucoup d'élus de base... Le chêne, on parle du chêne comme un exemple précis. Ouais, mais le chêne actuellement qui pose problème. Denis disait tout à l'heure, 30% de l'activité économique du territoire, forêt d'exception, mais c'est à peu près la même chose sur la communauté de communes, est liée à l'activité bois. 30% de l'activité économique. Avec aujourd'hui des scieries résineux, feuillus, qui plutôt sont en phase de progression. Et des entreprises phares. Bon, Mera International, Montureux, c'est une entreprise phare du territoire. C'est le plus gros employeur de la communauté de communes, 120 personnes à peu près. Tonnellerie, pardon, je précise. Avec une entreprise de France, tonnellerie. La globalité du groupe, c'est aujourd'hui un gros employeur. Donc nous, si on ne joue pas le jeu, il y a l'enjeu du développement de notre territoire, du maintien de l'activité du territoire. Il y a l'enjeu effectivement de la richesse des collectivités. Alors, on n'est pas tous pas très riches. Mais l'idée, c'est de faire comprendre aujourd'hui à nos communes qu'il faut jouer le jeu tous ensemble. Si 70 communes, 72, samedi, ont signé le protocole forêt d'exception, c'est parce que je pense elles commencent à comprendre tout ça. Que le développement du territoire, c'est un tout, que la forêt en fait partie, que le bois qui est là, il faut qu'on le préserve, il faut qu'on trouve aussi des solutions, parce qu'on voit tous, moi je sors de chez moi, je fais 100 mètres, je vois des hêtres qui dépérissent. Je n'ai pas la peine d'aller bien loin. Je vois à nous de nous emparer de ce problème et de faire survivre et développer notre territoire. Merci beaucoup pour ces précisions. En ce qui vous concerne, sur le territoire de la communauté de communes des Vosges, côté sud-ouest, on a parlé d'énergie. Je reviens très rapidement là-dessus, effectivement. Roger Perrin, alors, par rapport à l'énergie et par rapport à la guerre en Ukraine, par rapport à l'évolution du prix du gaz, donc l'évolution du prix de l'électricité, quid du bois énergie? Déjà, quelle proportion, entre guillemets, en volume va dans cette filière du bois énergie? Alors évidemment, on pense au bois bûche, mais aussi et surtout au pellet qui explose littéralement. Oui, alors il y a effectivement le bois bûche, c'est surtout lié donc aux affouages, aux choses qui se faisaient un petit peu en matière communale, où il y a une très grosse baisse de l'activité. Mais je voudrais situer le problème un peu plus globalement. On est aujourd'hui face à un problème où les panneautiers ou les industriels importants dans les Vosges et aussi dans la grande région, Heger par exemple, à Robertvillers, Heger pour ne pas le citer et d'autres, mais ces gens-là sont très inquiets parce que aujourd'hui le réchauffement, le problème du chauffage fait qu'on a des gros besoins de bois énergie, et notamment donc pour les chaufferies qui sont locales, mais aussi de grosses unités. Ensuite, beaucoup d'industriels, mais on laissera parler aussi Gérald, ne pouvant pas valoriser leur connexe, c'est-à-dire les déchets de scierie, pour parler simplement, ont monté des usines de fabrication de pellets. Et donc, toute cette matière-là qui va vers le bois énergie, et aujourd'hui, ça risque de beaucoup augmenter parce que le gaz est cher, tout va être cher, donc le bois va retrouver un peu une place plus importante. Donc on arrive à une concurrence entre le bois énergie et le bois industrie, le bois énergie pour le chauffage, bois industrie pour les panneaux-tiers. Il va falloir gérer tout cela. Avec des marges évidemment intéressantes sur le bois d'œuvre, panneautier, etc., et des marges beaucoup moins intéressantes sur le bois énergie. Oui, le travail est un peu le même, mais le prix de vente n'est pas le même. C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a peu de sociétés qui gèrent les centrales de chauffage. Donc, elles ont plus de force par rapport aux producteurs. Roger Perrin, y a-t-il un danger sur la forêt par rapport à cette évolution du gaz, de l'électricité et donc des gens qui vont se tourner de plus en plus évidemment vers le bois énergie pour une consommation domestique, mais on a bien compris que c'est compliqué aussi pour les industries. Est-ce qu'il y a un risque sur la gestion de la forêt? Est-ce qu'on ne prend pas le risque? C'est ce qu'on entend sur le terrain, c'est ce qu'on nous dit, mais à vous de me dire si c'est vrai ou pas. Est-ce qu'il y a le risque que tout et un petit peu n'importe quoi soit fait en forêt
pour récolter du bois énergie? Oui, alors aujourd'hui, dans les Vosges, on se rappelle qu'en 84, il y a eu une tempête, que c'était reboisé et qu'il va falloir travailler, parce que la forêt, elle ne pousse pas toute seule, il faut y travailler. On a eu 99 et on a beaucoup de peuplements qui sont dans une phase où il va falloir les exploiter, les éclaircir pour faire l'amélioration, pour garder que les tiges nobles, parce que la finalité, c'est quand même le bois d'œuvre. Hein. Donc il y a un gisement important et jusqu'à présent, on avait des prix tellement... C'était quasiment zéro le bois énergie aux propriétaires, 5 euros de la tonne. C'est 3 fois rien, sur pied j'entends. Hein. Eh bien aujourd'hui, si on recommence à donner aussi des prix, et on va y arriver, ben, les gens vont mobiliser. Et je pense que mon ami Denis de l'ONF peut dire la même chose. Je ne sais pas ce que Gérald en pense, mais chacun a un avis là-dessus. Denis Dagneau. Je vais juste donner quelques chiffres. Sur ce qu'on appelle l'affouage, c'est-à-dire l'autoconsommation de bois, qui est un droit ancestral, hein, qui a plusieurs siècles. Dans les Vosges, il y a 3 ans, on délivrait l'équivalent de 300 000 stères. Voilà, stères, 1 mètre par 1 mètre. À l'heure où je vous parle, c'est 68 000 stères, 70 000. Donc vous voyez qu'il y a une très forte diminution. Très fort. Très forte diminution, pourquoi? Parce que, faire du bois, c'est dangereux, c'est dur, il faut des moyens, et qu'aujourd'hui, tout le monde préfère avoir la simplicité de tourner un bouton. On reviendra sans doute à des choses plus terre à terre, à mon avis, à l'essentiel. Mais on n'y est pas, mais malgré tout, on ne reviendra jamais, à mon avis, sur la déviance qu'on a connue pour plein de raisons. 70 000 mètres cubes stères d'affouage. Donc on est passé de quasiment 300 000 stères à 70 000. Ça veut dire 300 000 à 70 000. Ça veut dire qu'il reste une part importante pour les professionnels. Et j'ai bien parlé d'autoconsommation. Donc certains foyers peut-être vont se remettre à faire du bois pour des questions économiques, mais malgré tout, ça nécessite des moyens, tronçonneuses, etc. Donc c'est quand même pas simple. Et la transpiration, il faut la donner. Voilà. Il y a de l'huile de chêne et de l'huile de coude. Il y a de l'huile de coude et de l'huile de chêne. Donc ça, voilà, c'est plus trop dans l'air du temps. On préfère souvent aller se promener en vélo que d'aller taper sur un bout de bois à la masse. Mais ça, c'est comme ça. Peut-être qu'on reviendra à des choses plus essentielles par rapport à ça. Mais ça veut dire qu'il reste une part pour les professionnels. Malgré tout, cette part-là, qui n'est pas valorisée, qui peut être valorisée dans les chaufferies locales. Qui est mal valorisée. Qui n'est pas valorisé, comme le dit Roger, puisque moi, à un moment, ces bois-là, je vais vous le dire, ça fait 3 ans qu'ils restent en forêt. On les exploite, on les laisse... Alors, souvent, en plus, on nous le reproche en disant, regardez, la forêt est sale par rapport à avant, l'ONF laisse tout traîner, mais à un moment, quand vous n'avez pas de débouché, derrière, vous le tronçonnez, vous le laissez en forêt pourrir, parce que c'est la matière organique qui va revenir au sol. Donc, on n'exploite pas ce que la forêt produit. 2, ces produits qui ne rapportent pas grand-chose pour le propriétaire, ils restent en forêt, voire même ils freinent l'exploitation du bois d'œuvre. Et 3, demain, la demande va être exponentielle. Alors, on a du potentiel déjà, parce qu'il y a une baisse d'autoconsommation, mais on a aussi ce qu'a dit Roger, plus de 200 000 tonnes qui arrivent en production post-Tornade 84 qu'il faut éclaircir. Parce que je le dis toujours éclaircir, c'est des sous-produits de la sylviculture. Donc, le bois énergie va retrouver sans doute ses lettres de noblesse par des professionnels qui doivent s'organiser, qui investissent, il y en a qui le font. Alors, évidemment, l'enjeu de demain, c'est comment je fais pour transformer une bûche qui ne viennent pas en compétition pour du panneau, pour ensuite retourner au consommateur qu'on a besoin sous forme de pellettes. C'est ça l'enjeu. Vous dites pellettes, vous. Pellettes ou granulés bois. Granulés. Comme ça, on est tranquille. Comme ça, on fait donc c'est plaisir du à tout le granulé bois. monde. Parce que demain, le citoyen, c'est plus facile d'aller acheter un sac de granulés bois en fonction de nos besoins que d'acheter de la plaquette forestière ou du bois bûche qu'il faut stocker. Mais il ne faut pas exclure l'un et l'autre. Parce que le granulé bois peut faire des milliers de kilomètres, venir de l'autre bout de la planète. Quand vous prenez du bois bûche, c'est impossible. C'est quelques centaines de kilomètres. Et quand vous prenez de la plaquette forestière, qui est du broyat, on va dire, de bois bûche, ça peut faire quelques kilomètres. Donc, il ne faut pas opposer les choses. Il faut adapter les situations. Il faut professionnaliser cette filière-là, ce qui est en train de se faire. Il faut travailler en commun et travailler avec les collectivités dans vraiment une réflexion locale. C'est-à-dire, il y a l'aménagement des bourgs-centres qui est fait aujourd'hui, c'est à chaque fois penser chaudière bois, mais chaudière collective, ou individuelle, ou faire des partenariats. Il y a des solutions. Et il y a un gros avantage. Alors, pardonnez-moi, je me mets à la place du téléspectateur. Il y a des solutions, et surtout, il y a la ressource. C'est ça. La ressource qui est, à savoir le bois en forêt, qui est largement inexploitée, ou tout du moins dont les marges de progression d'exploitation peut permettre d'accompagner évidemment toutes ces nouvelles consommations. Le bois énergie, c'est une vertu, c'est pas un mal. Voilà. Sans couper plus que la forêt produit. dit, monsieur Parce que pour répondre à votre question,
on a des documents d'aménagement. On peut pas s'amuser. L'ONF, on est gardien du temple par rapport à ça. On ne coupe pas plus que la forêt pousse. Le problème, si on est obligé de couper plus, c'est parce qu'elle meurt. Ça, il faut le retenir. Donc, le fantasme des coupes rases, etc., il faut arrêter avec ça. Parce que force est de constater, Il y en c'est a. vilain, ça heurte, mais en voilà, tout cas, dans le Grand c'est la Est, vie de je la parle du forêt. Grand Est, là où C'est on est comme un concerné, les accident de Vosges, quand on fait une coupe rase, aujourd'hui, quand on coupe les arbres, mort. c'est parce que les arbres sont morts. Sinon, nous ne faisons plus, depuis les années 80-90, de coupe rase dans l'Est de la France. Mais sur le terrain, on vous le reproche souvent malgré tout. On nous le reproche parce qu'évidemment, quand les arbres sont morts, on les exploite. Mais on fait aussi des témoins aujourd'hui, c'est ce qu'on a laissé par rapport au sujet dont on parlera. L'acceptabilité sociale passera par l'éducation. Et l'éducation, on laisse des forêts, des arbres morts, et on leur dit, bah voilà, si on n'avait pas touché, voilà ce que ça donne. De façon, parce qu'une fois que l'arbre est mort, tout le monde est ému, en disant, oh, l'arbre est en train de mourir. Une fois qu'on l'a coupé, tout le monde a oublié. Parce que la mémoire humaine, au bout d'un an, on a oublié que la coupe là, c'est parce qu'il y avait des arbres morts un an avant. Donc, Denis Dagneau, on va revoir quelques images de la forêt d'exception de Darney. Pardon, la future forêt d'exception de Darney. Allez, on a encore 10 minutes pour parler. Juste une Allez, chose. on finit sur Parce qu'on- l'aspect économique pur et dur. Enfin, oui, je pourrais parler Allez-y. de ça après, mais c'était d'abord pour aller dans le même sens que Denis et Roger concernant le bois énergie. Il y a aussi autre chose, on a parlé de gros investissements qui se font. Il ne faut pas oublier que sur le bois d'œuvre, quand on a une grume de bois d'œuvre, il y a un pourcentage de cette grume qui ne peut pas être transformé en sciage pour du bois de structure et qui est transformé en plaquettes et en sciure. Bien Et sûr. étant donné qu'en plus, la production va augmenter sur le Grand Est, ça fait encore plus de produits connexes disponibles. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un gros acteur que vous avez cité tout à l'heure qui va arrêter d'utiliser La des produits papeterie connexes. Norske Skog de Golbey. Norske Skog de Golbey qui est quand même, je pense, le plus gros consommateur de la région de produits connexes, qui va arrêter d'utiliser des produits connexes, que ce soit des bois de trituration ou de la plaquette papetière, qui peuvent être utilisés soit, alors ok, les deux sont possibles, soit par le panneau, soit par le granulé bois. Étant entendu que Pavatex en reprendra une grosse partie tout de même. Enfin, on De- prendra une partie. Une Ouais. grosse, je sais pas, mais... Denis une Dagneau, bonne là, partie, mais- c'est un dossier que vous suivez de près, évidemment. Ça fait, voilà, on en parle depuis un an et demi maintenant. Est-ce qu'on sait effectivement ce volume de bois qu'achetait Norske Skog et qu'il n'achètera plus parce qu'en fait, il va travailler qu'avec du papier, du papier recyclé. Donc, tout ce volume de bois qui s'élevait à... je ne vais pas donner de chiffres, mais c'est Ok. 260 000 tonnes, mais ça ne parle pas à nos téléspectateurs. Il faut savoir que... Est-ce qu'on sait tout ce volume de bois qui allait chez Norske Skog et est-ce qu'on sait où il va aller demain? Oui, on Ça sait commence. où il va aller, et je dirais que dans l'épicéa comme dans le résineux, c'est comme dans le cochon, tout est bon. Il n'y a pas de sujet par rapport à ça. La filière résineuse est suffisamment structurée. Ok. Et pourquoi elle est structurée? Parce que c'était une vraie inquiétude, évidemment. C'était une vraie inquiétude. C'était une vraie Mais c'est inquiétude, parce que le résineux a une fibre de bois qui est intéressante pour tout, et notamment pour l'isolant ou le papier. Le feuillu a ses propres caractéristiques et a plus de mal. On parlait aussi de granulé bois. Il est assez aisé de faire du granulé bois à partir de sciure résineux, beaucoup plus compliqué avec du feuillu. Donc je dirais, a pas on le cumule les handicaps, mais on va rattraper ce retard. La Ok. filière est en train de rattraper ce retard. La plus-value aura lieu sur les territoires. Et on a de l'avenir par rapport à ce que dit Roger pour pouvoir réinvestir un coût très important dans le renouvellement des forêts, puisque 80% des investissements forestiers se font entre 0 et 20 ans en forêt. Et comme les forêts meurent, aujourd'hui, il faut les renouveler. J'ai donné un chiffre tout à l'heure, c'est moins d'un arbre planté par habitant en France, quand c'est plus de 90 en Chine. Il faut absolument renouveler les forêts, ne pas avoir peur d'accompagner le renouvellement naturel des forêts, puisque Qui est déjà, qui est déjà positif. en cours, mais aussi d'aider la forêt dans la transition climatique pour se déplacer plus vite que le climat. C'est-à-dire d'aller introduire dans nos régénérations naturelles qu'on va continuer à fabriquer, que ce soit les essences, toutes les essences vosgiennes, mais en accompagnant, en mettant des essences un peu plus méditerranéennes qui poussent sous les latitudes de Bordeaux ou Lyon, en tout cas pour les Vosges, de façon à, Le fameux cèdre du Liban alors, sans aller forcément au En cèdre, forêt de Darnay. en forêt de par Darnay, exemple. Mais, acacia et chêne rouge d'Amérique. alors il n'y a pas que ça, il y a, Il y a C'est pas que ça, c'est hein. juste, pour en Sinon, citer- c'est juste pour en citer je vends ma quelques-uns, je boîte, fais hein. mon malin. Il y a plus de 40 Non, mais- espèces qu'on va introduire. On ne joue pas aux apprentis sorciers. C'est moins d'1% aujourd'hui d'essence
exogènes, Ouais, c'est-à-dire bien qu'on sûr. trouve en dehors des frontières françaises moins d'1%. Il y a aussi et surtout, pardonnez-moi Denis, je vous coupe, mais il y a aussi et surtout, vous avez une expertise par rapport à ça, puisque ça fait des années qu'il y a des expérimentations qui sont menées sur notre département. On sait que ça marche. On va arrêter là si vous voulez bien. Je souhaiterais on n'a plus que quelques minutes pour parler de la forêt d'exception, de la future forêt d'exception de Darney. On l'a vu en image tout à l'heure, puisque j'ai parlé tout à l'heure en introduction des enjeux sociétaux. On l'a évoqué très rapidement. Alain Roussel, on est tout à fait là-dessus. La forêt, énormément d'éducation, d'information à faire pour mieux la comprendre, pour mieux la gérer et aussi pour mieux en profiter tout simplement. Oui, pour nous, pour un territoire comme le nôtre, la forêt de Darney et la forêt qui est sur la Vosges globalement, c'est l'atout exceptionnel dont on dispose et qu'on ne viendra pas nous prendre, a priori, sauf quelques aléas climatiques qui pourraient nous en priver. Ça, c'est le constat de départ. Avec un déficit d'usage Oui. et d'appropriation de la Et population d'appropriation également, parce qu'effectivement, moi qui me bats depuis 12 ans, qui me battais depuis 12 ans sur la création d'un parc naturel régional, sur lequel j'ai échoué effectivement, on se dit tous, ensemble, que la forêt, elle est là et que ça va être notre atout dans le futur, à condition qu'on travaille tous ensemble, qu'on y mêle toutes les générations, d'où l'éducation, hein, et qu'on fasse connaître ces espaces qui sont exceptionnels et qui peuvent être une bouée d'espoir pour le futur. Donc, je pense qu'un certain nombre l'ont compris. Je vous dis, la semaine dernière, samedi, 72 maires ont signé ensemble. Ce qui est exceptionnel, Ce qui est très ce qui exceptionnel. est inédit. Complètement inédit. C'est la première fois que je les voyais rassemblés autant, en tout cas. Donc, c'est Sur le extraordinaire thème, sur sur le territoire. thème de la forêt et du bois. Et à nous de ne pas nous tromper et d'essayer de conserver cette dynamique globale sur le territoire, qui peut aussi être un exemple, parce que je peux prendre ma casquette de président du conseil départemental était là. Je suis chargé par le président d'une réflexion sur la forêt. Et globalement, on en discute de temps en temps, c'est trouver les trous dans la raquette pour maîtriser les interventions du conseil départemental. On sait que des interventions des collectivités, il y en a. Je crois que la région dispose de 160 types d'interventions sur la forêt. Après, il reste, et Roger le dit régulièrement, il reste encore des trous dans la raquette où on doit pouvoir intervenir. C'est ça que moi, je dois proposer à mes collègues du conseil départemental. Denis Dagneau, un énorme enjeu touristique aussi. Alors, ce ne sera pas la première forêt d'exception en France. Il y en a quelques-unes, je n'ai pas pris la liste, mais voilà, on va... Je veux dire, l'idée, c'est de rentrer dans ce cercle fermé et d'être un laboratoire, voilà, tous azimuts, en termes d'exploitation, en termes de fréquentation, et puis donc, on l'a dit, un véritable enjeu touristique pour cette partie du département. C'est ça, c'est-à-dire qu'on n'oppose pas les fonctions, mais on les cumule. Souvent, la forêt, elle est vue soit par l'aspect touristique, soit par l'aspect production, soit par l'aspect préservation de la biodiversité. Et ben là, c'est un laboratoire où, avec tous les partenaires, publics comme privés, les entreprises, l'Interpro, le département, les communes forestières, tout le monde travaille sur un laboratoire commun. Et de ce laboratoire, très vite, on peut très bien sortir des recettes qui fonctionnent. Valorisation de la venaison, c'en est une. Construction en bois local. Valorisation de la viande, du gibier. De gibier. Il y a plein de pistes. On travaille sur 15 axes, forêt publique, forêt privée, dont la contractualisation qui va être grandissante, où on va passer d'une situation à quelques pourcentages dans les communes à 100% en moins d'un an. Donc on va aller très vite, parce que les élus sont complètement connectés, câblés aux enjeux. En permanence, on a des interactions avec eux, et c'est ça l'évolution de demain. Notre fil rouge, c'est forêt, bois, société. Comment on fait pour que dans ces territoires ruraux, voire ultra-ruraux, on arrive à trouver du sens à travers ce qui est autour de nous? Quand vous dites laboratoire, est-ce à dire que les autres forêts d'exception en France, il y en a 5 ou 6, me semble-t-il, elles ne sont pas sur une... Ça n'a rien à voir. Voilà, elles ne sont pas du tout sur la même ambition globale. C'est une forêt d'exception ailleurs, c'était des forêts domaniales où il y avait vraiment une histoire patrimoniale autour de grandes villes de France, etc., en Île-de-France ou ailleurs, il y en a partout dans le territoire. Mais là, c'est différent, c'est-à-dire qu'on a un massif forestier, on ne parle pas d'une forêt, on a un massif, alors Darney, parce que c'est un peu l'épicentre,
Et on est en crue de sylviculture avec les tonneaux, le mérin, voilà, on va dire par rapport à ça. Mais derrière, on est sur un territoire complet de plus de 80 communes avec de la forêt domaniale, de la forêt privée, de la forêt communale. Et là, on est sur un projet de développement territorial, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un laboratoire. On a une deuxième forêt, c'est la forêt de Retz, qui est en France, qui est travaillée sur ce même type de laboratoire où on associe des forêts domaniales et communales. C'est où? C'est Maine-et-Loire, par là-bas. Maine-et-Loire, voilà. On est sur ce secteur-là. On n'a que 2 expérimentations autorisées par notre directeur général dans ce qu'on appellerait forêt d'exception 2.0. Okay. Une nouvelle gouvernance avec ce dialogue forêt-société qui est primordial. Parce que si la société ne comprend pas ce qu'on veut faire, chacun a sa vision, le naturaliste, le chasseur, le promeneur, l'industriel. Et l'idée, c'est absolument de mettre les valeurs partagées autour d'une table et de faire un projet commun. Pour éviter ce que certains seraient tentés de faire, une mise totale sous cloche, ce qui serait une catastrophe pour la filière, une catastrophe pour la forêt. Parce qu'il faut être clair, pour qu'une forêt se renouvelle, en France, nous n'avons pas de forêt naturelle. Toutes les forêts, la main de l'homme, il y a 1000 pieds. Donc ça veut dire qu'on a travaillé ces forêts, comme l'a dit Roger, on a travaillé pour obtenir des produits de la sylviculture. À part quelques poches, je pense. Il y a évidemment quelques Je pense quelques notamment forêts. au-dessus du Grand Ventron. Mais bien voilà, sûr, vous avez quelques touches, mais les seules mais forêts... justement, c'est laissé tel quel dans On le va cadre laisser. d'une observation Mais style on va le faire laboratoire. aussi sur ce territoire. On va laisser des zones. Solutions. Voilà, on va laisser des zones comme ça, seules, mais vraiment que le grand public comprenne que si on veut une forêt qui serve à l'homme, parce que je le dis souvent, la forêt n'a pas besoin de l'homme, mais l'homme a besoin de la forêt pour ses besoins, pour les médicaments, se soigner, etc. Il y a vraiment un besoin. Et ça, que le citoyen le comprenne. Parce que Le mot de la fin, Denis Dagneau. ce qui est sinon tentant, c'est de mettre tout sous cloche et de dire on va rien faire, on va laisser faire. Où est la place de l'homme dans cette nature? Denis Dagneau, merci beaucoup. Je suis obligé de vous couper. On aurait encore eu plein de sous-thèmes, évidemment, à aborder dans le cadre de ce thème de la forêt, du matériau bois, etc. On a parlé de bois énergie. On reviendra. Vous reviendrez. Avec grand plaisir. On retient l'aspect développement économique avec le très important, impérieux besoin d'investissement dans les outils de transformation sur notre département, sur notre territoire, pour éviter que les grumes partent à l'autre bout du monde. On n'a pas parlé des frais de transport, mais je pensais que les frais de transport de plus en plus importants allaient un petit peu freiner cela. Ce n'est pas tout à fait le cas, a priori. Messieurs, merci beaucoup de votre participation à cette émission. Merci à vous de votre attention. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission sur ce thème et sur bien d'autres. Au revoir.